Bonsoir à tous. Merci d'être si nombreux pour cette projection et maintenant pour cet échange qui va venir compléter encore ce qu'on a vu ce soir. Alors pour parler de ce documentaire, on a la chance bien sûr d'avoir celui qui l'a réalisé, Vincent Amourou. Vous le connaissez pour d'autres documentaires et docu-fiction comme Le règne de l'araignée, L'Odyssée interstellaire, Darwin 2.0. Merci beaucoup d'être présent ce soir, Vincent. Merci à vous surtout pour l'invitation. Et bravo pour ce documentaire. Vous avez compris que nous avons vu la première partie du documentaire. Les deux autres parties sont en ligne, donc vous pourrez les retrouver par la suite chez vous. Peut-être pas sur un écran aussi exceptionnel que celui-ci. On m'a dit que c'était le plus grand de la région quand même, donc c'est pas rien. Mais effectivement, de voir la suite. Et nous avons aussi pour cette conversation François-Xavier Bellamy qui est présent, député européen, vice-président des Républicains, un intellectuel fidèle aux rencontres et un homme engagé. On a voulu l'inviter ce soir parce qu'en discutant, je ne trahirai pas le nom de la personne dans la salle, mais en discutant avec quelqu'un qui a passé 4 ans sur le chantier de Notre-Dame, on a appris que François-Xavier Bellamy était le seul député européen à s'être battu pour limiter les règles qui pouvaient arriver dans cette reconstruction, pour faire en sorte que cette reconstruction puisse se faire dans ce temps record. Alors, on n'entrera peut-être pas dans tous les détails, mais vous l'avez compris dans le documentaire qu'il y a beaucoup d'enjeux, par exemple la question du plomb qui revient régulièrement dans ce documentaire. Eh bien, François-Xavier Bellamy s'est battu pour que ça puisse se faire et donc évidemment on l'en remercie. Merci d'être ici. Alors bien sûr, après avoir vu ce documentaire, la première question, on a envie de vous la poser à vous le réalisateur et elle va être très simple. Comment cela a été possible? À quel moment vous vous êtes retrouvé à la tête de ce documentaire, à l'intérieur de cette cathédrale et dans ce moment de l'histoire fascinant? Et comment vous avez réussi à produire ce film incroyable dans des conditions qui, je pense, étaient un peu uniques? Oui, voilà, ce que j'aime raconter, c'est qu'en fait, rentrer dans Notre-Dame, c'était comme aller sur Mars. J'ai été dans beaucoup d'endroits pour faire de documentaires qui étaient assez physiques, comme le Groenland, des endroits très chauds. Mais en fait, ce documentaire, c'était peut-être le plus dur physiquement à faire. On ne se rend pas compte, mais les conditions, c'est... En fait, ce qu'on a vu, il y a du plomb partout. Il a fallu faire une formation d'opérateur plomb. Après, il a fallu faire une formation d'opérateur en hauteur, parce qu'il y avait les échafaudages. Et la condition pour rentrer, c'était on arrive, on doit enlever tous nos habits, on nous donne des habits jetables, on rentre avec ces habits, on n'a pas le droit de manger à l'intérieur, on peut juste boire à des endroits qui sont préservés pour ça, sans utiliser nos mains, avec les coudes. Et ensuite, si on doit ressortir, il faut prendre une douche, puis remettre ses habits, puis sortir. Donc ça, la difficulté pour tourner, et notre matériel aussi doit être décontaminé à chaque fois qu'on le rentre et qu'on le sort. Donc ça, c'était un peu un défi, on va dire, physique et technique. Et ensuite, il y avait un autre défi auquel je ne m'attendais pas. C'est la première fois que je suis rentré juste avec une caméra et un pied. Et en fait, je suis rentré dans Notre-Dame et je me suis senti tellement ridicule que je n'ai pas tourné d'image. Je me suis dit, mais en fait, on ne peut rien faire avec une caméra sur pied dans un tel endroit. Et je me suis vraiment rendu compte que si on veut parler d'architecture, l'architecture, en fait, c'est un peu la science du mouvement. Une architecture, pour la vivre, il faut se déplacer à l'intérieur. Donc, j'étais privilégié, j'allais voir des choses et je devais les restituer au public. Et donc, ce moment privilégié, pour moi, la meilleure façon de pouvoir le restituer, c'est de proposer aussi un voyage comme j'ai pu le faire à l'intérieur. C'est de pouvoir se déplacer. Donc, on a dû mettre en place des drones, imprimer nos propres drones, les faire valider pour la sécurité des hommes et des matériels. Et la taille devait être assez petite pour passer dans les tout petits endroits. Mais en fait, ça restitue un peu ce qu'on pouvait voir. Et donc, c'était ça qui était assez... le défi peut-être le plus important, c'était ça, de souci de restituer tous ces moments, parce que c'était à chaque fois des moments éphémères. C'est-à-dire que la cathédrale est dans un état. Ensuite, on va revenir 3 jours après, il y a un autre état, puis un autre état, puis ainsi de suite. Et donc, c'était de capturer ces différents moments de la cathédrale sans l'échafaudage, avec l'échafaudage, avec un bout d'échafaudage, puis la dépollution, et ainsi de suite. Et donc, c'était, pour moi, le grand défi, c'était de restituer au public
ce moment privilégié avec ces différents moments. C'est très réussi, merci beaucoup. Vous pouvez nous raconter un peu comment Arte vous appelle, comment ça se fait? Où est-ce que vous étiez d'ailleurs le soir où la cathédrale a brûlé et comment vous vous retrouvez vraiment sur ce projet du coup? Alors j'étais chez moi, comme la plupart des gens. Et alors déjà, ce qui s'est passé, moi, quand j'ai vu ça, je sentais qu'il y avait quelque chose de profond en moi, il y avait quelque chose qui était touché, mais c'était pas le sacré, c'est pas cette dimension. Je me suis dit à ce moment-là, mais en fait, c'est pas possible qu'un monument comme ça risque de disparaître. Et là, l'angoisse que j'ai eue, c'est je pense qu'il y a quelque chose qui s'est percuté. Je me suis dit, on est dans un monde du flux, de la dématérialisation, on est dans un monde en mouvement, où en fait tout devient éphémère et tout est dans le temps présent. Et en fait, je suis un Européen, donc dans un pays qui est chargé d'histoire, comme la plupart des pays européens, mais qui a des pierres et qui a des monuments qui ont traversé les siècles. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ces monuments, c'est pas rien, c'est comme des phares quand on est dans un monde qui est virtuel. En fait, on a besoin, quelque part, de s'ancrer dans la pierre. On a besoin de ça. On a besoin de ça parce qu'on est des êtres matériels. On voit bien que les premiers vestiges humains, c'est des silex qui ont été percutés. C'est comme les tailleurs de pierre. Ce geste-là, il est ancestral. On ne le produit plus. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est ça l'angoisse. L'angoisse, c'est que ce monument, comme un autre, ne doit pas disparaître. Il ne peut pas disparaître. Si ça s'évanouit, alors quelque part, on est complètement perdu. Voilà, c'est ça que j'avais ressenti. Merci beaucoup. François-Xavier Bellamy, comment est-ce que vous expliquez l'émotion qui est née de cet incendie? Je ne sais pas si ça marche. Prenez celui-là. 1, 2. Voilà, je vous vole le vôtre. D'abord, moi, je voulais commencer par vous dire un immense merci pour ce documentaire et ces images. Je suis peut-être, j'espère, le porte-parole de la salle en disant que ce documentaire est bouleversant, vraiment. Parce qu'on vit, on voit, on touche du doigt, grâce à vous, une forme de résurrection. Et ce que je trouve magnifique, c'est que vous rendez sa juste place à cette pesanteur de la matière. Vous disiez que c'était physique. On n'a pas souffert comme vous en regardant les images, mais on sent cet effort, on sent ce travail. Et vous donnez aussi une voix à tous ceux qui ont participé à ce chantier exceptionnel. Dans quelques jours, on va vivre la réouverture de Notre-Dame et grâce à vous, on aura pu voir et entendre ceux qui ont rendu possible ce miracle incroyable. Et ça guérit une blessure parce qu'en effet, cette émotion, elle était immense. Vous nous demandiez où on était le soir de l'incendie de Notre-Dame. On n'oubliera jamais où on était ce jour-là, je pense. Moi, c'était le soir d'une soirée de la philo, c'est un cycle de conférences que je fais à Paris. Et je me souviens qu'on s'est retrouvés avec le public dans le théâtre où j'anime ces conférences. Et il y avait une ambiance de deuil. Et ensuite, j'ai été, dès que c'était fini, j'ai été, pour rien, ben voilà, comme beaucoup de Parisiens, comme beaucoup d'habitants de la région, j'ai été presque au chevet de Notre-Dame et on était tous là à regarder cette cathédrale. Je pense qu'on a eu le sentiment de vivre un deuil. Et d'ailleurs, le lendemain, c'était théoriquement le meeting de lancement de notre campagne pour l'élection européenne. J'étais candidat à l'élection européenne, c'était en 2019. Et toutes les campagnes se sont arrêtées. On a décidé d'annuler notre meeting. C'était un choix qui n'était pas évident parce que ça avait des implications très nombreuses. Mais on ne pouvait pas faire une réunion publique à un moment comme celui-là. C'était d'autant plus marquant que pourtant, ce deuil qu'on partageait tous n'était pas lié à la mort de qui que ce soit. Quelque chose que j'ai trouvé absolument incroyable dans l'histoire de l'incendie, qu'on a découvert ensuite, c'est que les sapeurs-pompiers de Paris ont décidé, après avoir mûrement réfléchi, peu, mais réfléchi pourtant, de monter dans les tours de Notre-Dame pour tenter d'éteindre le feu avant qu'il atteigne les cloches. Si le feu avait atteint le beffroi, probablement toutes les tours auraient pris feu et se seraient effondrées, et ça aurait évidemment déséquilibré toute la cathédrale. Il en resterait sans doute plus rien aujourd'hui. Ils ont décidé de monter dans ces tours, contrairement à toutes les doctrines normales de ceux qui
assure ses missions, périlleuses bien sûr, mais on peut assumer de risquer une vie humaine quand c'est pour sauver une autre vie. Et là pourtant on savait qu'il n'y avait plus une seule personne vivante dans le monument, et pourtant ces hommes ont risqué de mourir pour sauver le monument lui-même, pour sauver des pierres. Et ce choix-là, qui pourrait paraître, qui n'avait aucune obligation de faire, ce choix-là qui pourrait même paraître d'un point de vue éthique scandaleux, risquer des vies humaines pour sauver des pierres, ce choix-là pourtant s'explique par ce que vous venez de dire à l'instant, par le fait que ces pierres, d'abord elles sont vivantes, et on le voit dans ce documentaire, hein, la vie s'est déposée en elles, et ces pierres surtout, elles tiennent quelque chose de la vie de notre société, de la vie de notre pays. Vous disiez comme n'importe quel monument, c'est pas n'importe quel monument, Notre-Dame de Paris, c'est le point zéro de toutes les routes de France. C'est de là que partent toutes les routes de notre pays, c'est de là que partent toutes les indications kilométriques. Et le lendemain de cet événement, j'étais à Strasbourg pour la première rencontre avec toutes les têtes de liste européennes de notre famille politique, et je me souviens de tous les gens qui venaient me voir, d'Espagne, d'Irlande, de Pologne, et qui me parlaient. Je ne les connaissais pas, maintenant je travaillais avec eux tous les jours, mais c'était la première fois que je les rencontrais. Ils venaient me voir et me saluaient comme si j'avais perdu ma mère. Il y avait le sentiment d'une forme de deuil commun. Et je me rappelle très bien de cette collègue néerlandaise qui m'a dit « il n'y a pas un seul bâtiment en Europe qui pourrait susciter une telle émotion ». Et donc ça dit la mesure de la force de ce témoignage que vous nous portez aujourd'hui. Je suis moi-même convaincu, comme vous l'avez très bien exprimé, que dans ce monde de flux, de mouvements, de circulation, j'ai eu l'occasion, cette fois-ci, du point de vue de la philosophie, d'écrire un petit livre sur cette question qui s'appelle « Demeure ». Dans ce monde de mouvements perpétuels, on a précisément besoin de retrouver ces points fixes, ces points de stabilité auxquels s'ancrent, comme vous l'avez si bien dit, toutes nos aventures humaines. Bien sûr que nous sommes faits pour la route et le voyage et pour le chemin, mais on a besoin du point zéro de la route, on a besoin du point de départ et du point d'arrivée, on a besoin de ces points fixes qui donnent un sens à tous nos mouvements d'aujourd'hui. Mais justement, gardez le micro parce que je voulais parler de cet ouvrage et de cette question sous-jacente. C'est effectivement derrière, c'est notre rapport au temps qui est posé ici. Ça dit quelque chose de nos sociétés, je pense. Cette émotion, peut-être vous pouvez creuser un peu cette question-là. Oui, je crois que la tragédie du monde que nous vivons aujourd'hui, du moment que nous traversons, de ce triomphe de la modernité qui est en même temps son épuisement, c'est le fait que nous vivons dans un univers d'immédiateté. Nous vivons dans un univers d'immédiateté. La modernité, c'est la rupture avec l'âge classique. Dans l'âge classique, plus une chose est ancienne et plus elle a de la valeur. Dans le monde moderne qui naît avec la révolution scientifique, qui commence avec la Renaissance, dans la modernité, au contraire, c'est ce qui est le plus récent qui a le plus de valeur. Modernité vient du latin modo, qui veut dire maintenant. Et la modernité, de ce point de vue-là, a la même racine, si vous voulez, que le mot de mode. Ce qui est à la mode, c'est ce qui est bien parce que c'est de maintenant. Vous portez quelque chose qui est à la mode, vous êtes dans l'air du temps, et donc vous êtes dans les canons de la mode. Mais si vous continuez de garder maintenant ce que vous croyez à la mode, demain ce sera démodé. La mode est précisément trouve sa vertu dans le fait d'être récente. La modernité a triomphé dans l'immédiateté. C'est pour ça qu'on vit la passion du mouvement, la passion de la circulation. Regardez, dans l'univers politique, il faut promettre des réformes, il faut promettre des changements, des innovations, il faut promettre d'apporter du nouveau. Et toutes les familles politiques, tous les bords politiques ont communié dans cette passion c'était la rupture avec le président Sarkozy, c'était le changement, c'est maintenant avec le président Hollande, et puis avec le macronisme, il fallait être en marche. Le but, c'est le mouvement. Et bien, dans ce triomphe de la modernité, dans ce triomphe de l'immédiateté, de l'accélération, de la vitesse, dans ce triomphe-là, nous avons plus besoin que jamais, je crois, de retrouver le sens des points fixes. Non pas pour abolir le mouvement, mais au contraire pour lui donner un sens. Non pas pour arrêter le changement, mais pour lui fixer un cap, pour enraciner nos itinéraires humains dans quelque chose qui soit stable et qui serve de point de repère. C'est la disparition de ces points de repère qui fait l'inquiétude collective d'aujourd'hui. Et je crois qu'effectivement, cet incendie de Notre-Dame de Paris a profondément réveillé cette inquiétude en beaucoup d'entre nous. Et cette reconstruction, cette résurrection, c'est une manière aussi de retrouver le sens du temps long qui manque tant, aussi bien à notre vie politique, à notre vie médiatique, à notre vie culturelle, intellectuelle, à la vie de notre société,
nous ne sommes pas nés d'aujourd'hui, et retrouver ces gestes ancestraux, c'est retrouver aussi à travers le visage de ceux à qui nous devons le pays que nous héritons, c'est retrouver aussi la projection vers l'avenir, notre devoir envers les générations qui viennent. Je pense que ce que vous dites est fondamental. En fait, cette notion de temps, ça va encore plus loin, parce que là, si on se replace dans ce qu'on appelle le temps des cathédrales, ce sont des constructions qui s'étendent sur un siècle. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, à cette époque des cathédrales, il y a des gens qui ont œuvré de façon commune et qui n'ont jamais vu le résultat de leur travail. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, c'est-à-dire que c'est ça qu'on a perdu aussi dans cette temporalité. C'est est-ce qu'aujourd'hui, on est encore capable de travailler en commun pour quelque chose dont on ne va pas avoir les fruits. Et je pense que c'est une question fondamentale par rapport à certains problèmes qui existent aujourd'hui, de pouvoir se dire on peut vivre aussi dans une autre temporalité. Les seuls aujourd'hui qui s'occupent de la pérennité et de la mémoire sur, on va dire, 2000 ou 3000 ans, ce sont les gens qui s'occupent des sites d'enfouissement nucléaire. Parce que cette mémoire devient fondamentale. Il va falloir la préserver, il va falloir la communiquer. Les autres qui s'en sont occupés, c'est les religions. Parce que ce texte était fondamental, et donc ils ont construit des monuments, et il va falloir s'en occuper. Et en fait, ce rapport au temps et à la transmission, mais pas juste après, juste demain, en marche et tout ça, est fondamental. C'est-à-dire, on doit aujourd'hui se projeter dans des temps, on va pas avoir l'aboutissement, mais nos décisions vont être énormes par rapport à ce qui va se passer après. Et ça, vous parlez notamment du réchauffement climatique, oui, on avait discuté de ça. Par exemple, il y a plein de choses. Et notre cerveau, notre cognition est faite pour avoir un résultat immédiat. On n'est pas fait pour ça. Quelqu'un voilà, on a du mal à se projeter dans quelque chose de lointain. Quelqu'un, par exemple, qui va faire un ultra-trail, il ne peut pas se dire « je vais courir pendant 24 heures et ce que je veux obtenir, c'est ce résultat-là ». Il va se dire « ah, je vais aller au premier point de ravitaillement ». Puis il y a un autre. Des petites récompenses, pas à pas. Notre cerveau, il est fait pour marcher comme ça. Mais là, il faut faire une rupture, il faut se dire « non, il faut que je puisse arriver là-bas ». Et c'est vrai, ce que vous dites, c'est ce temps, ce rapport au temps des cathédrales, il y a quelque part, il y a un enseignement à avoir. Merci beaucoup. Un des éléments qui est vraiment fascinant dans ce documentaire, c'est la force des artisans. Alors, les artisans d'hier, ou en l'occurrence d'il y a pratiquement un millénaire, on voit bien qu'il y a encore même des mystères de comment ils ont réussi à faire des choses pareilles, mais aussi la force des artisans d'aujourd'hui qui vont réussir à reproduire cet élément-là. Est-ce que vous nous racontez un peu, vous, ce qui vous a vraiment surpris dans ces différentes rencontres que vous avez pu faire en montant ce documentaire ? Ce qui m'a surpris, je pense que tout le monde l'a vécu en regardant le documentaire, je n'ai pas réussi à le transmettre, c'est la richesse du savoir-faire en France, des compagnons. C'est-à-dire que c'est des gens qu'on a vus, qui ont eu aucun lien avec les gens du Moyen-Âge qui ont bâti, mais ils ont réussi à retrouver les gestes. Ils ont réussi, comme si ce geste est ancré dans la matière. C'est ce qu'on disait. Aujourd'hui, on retrouve un silex taillé, et ben on va en déduire plein de choses. On va réussir à en déduire que la personne qui l'a taillé était gauchère, qu'il a utilisé tel percuteur, et ainsi de suite. Pourtant, ça remonte. Mais si demain, on fait des fouilles archéologiques et qu'on trouve, par exemple, une souris d'ordinateur, il n'y a aucune trace de maniement, on ne saura même pas ce que c'est. Donc en fait, on a cette richesse d'avoir le geste imprégné dans la matière. Et donc ça, c'était quelque chose de fascinant. Et ensuite, la deuxième chose qui m'a ému, c'est de voir la richesse de la science en France. Ces scientifiques qui n'avaient jamais collaboré, ils ont réussi à collaborer, à s'entendre, parce qu'il y a eu des problèmes de sémantique, c'est-à-dire qu'un claveau pour un géologue, un claveau pour un informaticien, un claveau, ce n'est pas forcément le même sens. Donc il fallait qu'ils s'entendent sémantiquement, il fallait qu'ils s'entendent au niveau justement de travailler dans un sens commun. Et on voit que la recherche en France, c'est quelque chose de dynamique, c'est quelque chose de puissant, et c'est quelque chose qu'il faut préserver, c'est quelque chose qu'il faut soutenir. Parce qu'on voit ce qu'on est capable de faire. On est souvent déçus, on pense qu'on est les derniers. Non, on a une science qui est très riche, mais on a une science qu'il faut soutenir. Voilà, c'est ça que je retiendrai. On voit vraiment dans le documentaire l'articulation des temps, le passé, le présent, mais aussi clairement un peu le futur, parce qu'il y a plein de choses qui ont été faites dans ce chantier qui n'auraient jamais pu être imaginées, en fait. Et ce que je trouve assez fort dans ce que vous nous présentez, c'est qu'on a tous
et de fait vécu ça comme une très mauvaise nouvelle, comme un drame, comme une catastrophe, comme c'est dit à plusieurs reprises. Mais vous arrivez à montrer finalement que ça aura eu quand même des aspects positifs, notamment sur la science. On va apprendre des choses sur Notre-Dame qu'on n'aurait finalement jamais pu apprendre, et ça c'est extrêmement intéressant. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous voulez éventuellement développer. Mais... En fait, effectivement, c'est d'une catastrophe, finalement, on va en tirer beaucoup de connaissances. Et c'est ce qui est dit, c'est qu'on n'avait pas perçu jusqu'alors le fait qu'on ne connaissait pas Notre-Dame, parce qu'en fait, elle est tout le temps visitée. C'est impossible de faire ce qu'ils ont fait. C'était impossible d'avoir cet accès-là. Et je sais que, par exemple, j'avais le privilège à un moment de pouvoir être dans les échafaudages, de voir les choses d'au-dessus. Et quand on est au-dessus, les scientifiques m'ont montré les traits. Il y a des traits qui étaient censés montrer aux artisans où est-ce que la voûte devait tomber. Et on voit qu'en fait, elle ne tombe pas du tout dans ces traits-là. Et on commence à comprendre qu'on est dans un monde où encore on travaillait sur l'essai-erreur et que c'est tellement complexe qu'il fallait, en même temps qu'on s'apercevait qu'il y avait des défauts, les contrebalancer. Et après, on voit, si on est vraiment dans la cathédrale, on voit qu'un pilier n'est pas en face de l'autre pilier. C'est pas symétrique, comme on dit. Mais le fait qu'on va se déplacer dans quelque chose de symétrique, on ne va pas percevoir ce défaut-là. En fait, c'est ça aussi le savoir-faire de ces gens-là. Le défi était tellement énorme qu'il fallait qu'ils s'adaptent aux défauts en même temps qu'ils construisaient et qu'ils corrigent en même temps qu'ils construisaient. Donc, avec très peu d'outils, on n'a pas les ordinateurs d'aujourd'hui. Il faut se rendre compte de ce qui s'est passé. C'était fou. Très impressionnant. Alors, quand on a la chance d'avoir François-Xavier Bellamy, on sait qu'on a à la fois un homme politique et un intellectuel. Je suis certain que cette question de la place aux artisans dans notre société d'hier et d'aujourd'hui, ça vous inspire quelque chose. De fait, ce qui est magnifique dans ce que vous évoquez à l'instant, c'est ce qu'on pressent dans tout le documentaire, c'est cet immense acte d'humilité. On a aujourd'hui des outils d'intelligence artificielle, on voit la digitalisation de la recherche, on voit les moyens très contemporains qu'on peut mettre au service de cette enquête, mais on voit aussi que quelque chose nous échappe du savoir-faire, de la sagesse, de la construction de ceux qui nous ont précédés. Nous, on vit un monde d'industrie. Et l'industrie, elle a du bon, bien sûr. Elle fait le monde dans lequel on vit. Vous êtes assis sur des sièges qui sont industriels. C'est-à-dire qu'il y a une machine qui réplique à l'identique le schéma qui a été ordonné, préordonné pour domestiquer la matière. Et même la matière est le produit du travail de l'industrie. C'est-à-dire que la matière, le bois sur lequel vous êtes assis, c'est du mélaminé, c'est du bois qui a été broyé pour être reconstitué en bois pour que ce soit précisément parfaitement uniforme. L'artisanat, c'est au contraire le travail sur la singularité des choses. L'artisan, le menuisier, c'est celui qui prend le tronc avec ses nœuds, avec son histoire, avec sa singularité pour en faire l'une des poutres de la charpente. C'est celui qui prend la pierre avec ses veinures, avec son relief, avec ce qu'elle a d'irréductiblement unique pour l'installer à un endroit spécifique. Et aucun élément, aucune pierre de cet arc n'a exactement la même taille à cause justement de cette empreinte géologique. C'est toute l'histoire du vivant qui s'est déposée dans les travées de Notre-Dame, toute l'histoire géologique, l'histoire de la vie depuis des millions d'années qui a formé chacune de ces pierres complètement uniques et irréductibles l'une à l'autre. Et c'est ça qui fait l'artisanat. Et ça, c'est ce qu'on a tellement de mal à comprendre. C'est pour ça qu'on a dû se battre. C'était vraiment un combat étonnant, mais c'était un combat indispensable. Et la personne dont vous parliez, qui travaillait elle aussi sur ce chantier, elle m'a alerté, parmi d'autres, sur le fait que la Commission européenne était en train de produire un texte qui avait pour but, je prends cet exemple parce que c'est tellement révélateur, d'interdire complètement l'usage du plomb. Le plomb, c'est très nocif pour la santé. Vous avez rappelé à quel point c'est nécessaire de se protéger du plomb. Et donc, on comprend parfaitement l'intention. De manière cartésienne, rationnelle, depuis un bureau à Bruxelles, il est tout à fait logique, si on veut protéger la santé et l'environnement, d'interdire l'utilisation du plomb. Et donc, on avait un règlement avec un bel acronyme européen qui s'appelle le règlement REACH, dont le principe était d'interdire complètement, parmi d'autres, l'usage du plomb. Si ce règlement avait été au bout, la restauration de Notre-Dame aurait été compromise avec ce que vous venez de voir de cet effort magnifique d'humilité pour retrouver les gestes anciens. On aurait été contraint, finalement, de trahir la cathédrale. On aurait été contraint, et même aurait-ce été possible d'utiliser d'autres matériaux, ce qui aurait été très compliqué parce que ce sont des questions de pesanteur, d'équations extrêmement complexes. Et puis, il y a des éléments qu'on ne sait pas restaurer sans le plomb, et je pense notamment aux vitraux qui sont l'un des trésors de la cathédrale. Et en l'occurrence, c'est les vitraillistes qui nous ont saisis.
vous parliez de l'artisan. Le grand drame des artisans, c'est que les industriels, c'est des très grosses entreprises qui font de l'activité à très grande échelle. Et par conséquent, les grandes entreprises industrielles, elles ont très largement de quoi déployer des moyens de lobbying pour se faire représenter. Et on les rencontre, et c'est normal. C'est logique que si vous voulez faire une bonne politique industrielle, il faut aussi écouter ceux qui font vivre l'industrie. Mais les artisans, les vitraillistes, il y en a combien des vitraillistes en France ? Et par conséquent, à peu près, je crois. Ils n'ont clairement pas les moyens d'avoir un cabinet de lobbying qui va aller les faire entendre. Donc il a fallu être un peu la voix des sans-voix. Il a fallu essayer de faire comprendre, avec toutes les bonnes intentions du monde, aux gens qui travaillent dans les bureaux de Bruxelles, que la réalité, c'est plus compliqué que ça. Il a fallu leur parler de cette poésie d'un chantier qui, justement, nous met aux prises avec l'unique, le singulier, qui n'est pas réductible à des concepts théoriques. Et je vois ici Françoise Dumont, qui est sénatrice, qui connaît ça comme moi. Quand on fait le travail de la législation, le grand danger, c'est d'emprisonner le réel dans des grandes généralités. Surtout quand on produit des normes. Et vous connaissez tous comme moi le poids des normes. Donc j'ai déposé un amendement pour exempter le patrimoine historique de ces règles qui sont nécessaires, je ne le conteste pas. Et il a fallu ensuite aller convaincre partout autour de nous, les parlementaires de tous les bords politiques, dont beaucoup étaient réticents, parce que je le comprends très bien, ils disaient mais non, il faut protéger la santé. Et donc on devait faire le travail de pédagogie, et c'est pas toujours évident, et on se heurtait à beaucoup de résistance. Il a fallu plusieurs semaines d'un combat acharné, et c'est aussi pour ça que je suis assez bouleversé de découvrir ce documentaire, parce que ce combat-là, on l'a mené à Bruxelles, à Strasbourg, bien loin du chantier, mais en ayant le sentiment qu'on était peut-être très modestement, très humblement, une des parties de ce grand puzzle, de cette immense communauté humaine qui travaillait autour de cette cathédrale, comme autour de tant de monuments de France et d'Europe. Et à la fin, on a gagné la bataille sur cet amendement dans la session plénière. L'amendement a été adopté par 304 voix contre 302. Ça s'est joué à 2 voix près. Il avait fallu pendant des mois aller convaincre des libéraux slovaques, des écologistes finlandais, aller parler à des conservateurs portugais, et à la fin, faire une majorité autour de cet amendement Notre-Dame, en quelque sorte. Je pense que ça aura été un moment, d'abord un moment décisif pour que le chantier puisse se poursuivre et pour qu'il puisse rester fidèle à l'esprit de la cathédrale, mais aussi un moment assez décisif pour que l'artisanat, avec cette dimension très singulière du métier des artisans, puisse vraiment garder sa place dans la vie de notre pays et sortir de cette logique de surpression normative. On a eu ensuite d'autres combats à mener. Je pense à un règlement européen qui voulait imposer de mettre aux normes toutes les portes, toutes les fenêtres. Évidemment que l'industrie sait faire ça, mais quand l'artisan qui retape la fenêtre en arc surbaissé sur la vieille ferme quelque part dans la Nièvre, il n'a pas les moyens de faire passer par les fourches codines de la norme européenne la pièce unique qu'il produit. Quand on s'est battu pour mener ces combats, c'était pour faire entendre aussi une certaine idée de l'artisanat qui doit perdurer dans nos sociétés demain, et pour refuser la standardisation, la normalisation à outrance qui viendrait détruire aussi ces lieux communs, ces lieux de repères communs dont nous avons tellement besoin. Et je pense qu'il faut rajouter, parce que là, c'est pareil, c'est un point essentiel dans l'histoire de Notre-Dame. Vous mettez vraiment le doigt sur... C'est la rencontre de l'artisanat et de la standardisation. C'est ce qui s'est passé sur ce chantier-là. C'est le début de la standardisation. C'est-à-dire, pourquoi on a pu faire Notre-Dame ? Parce qu'il y avait beaucoup de pierres à proximité, parce qu'il y avait beaucoup de bois, parce qu'il y avait beaucoup de fer, parce qu'il faut beaucoup de fer aussi, beaucoup de plomb. Et donc là, on a commencé à pouvoir réaliser un tel monument. Il a fallu standardiser la production, par exemple, de chapiteaux, standardiser la production de colonnes, pour pouvoir gagner du temps et pouvoir les assembler. Donc en fait, on est entre l'artisanat et le début de la standardisation. Et donc on est dans quelque chose qu'on ne peut pas normer. C'est vrai que déjà, de se dire on va mettre des normes sur un bâtiment hors norme, ça devient compliqué. On va dire que ça devient très compliqué. Et je pense que le fait que vous ayez gagné sur le plomb, ça a sauvé Notre-Dame. Mais vraiment, parce que pourquoi le plomb ? C'est pas juste pour... C'est parce qu'il faut un certain poids pour que la cathédrale tienne. Parce que c'est du bâti, c'est du mortier avec des pierres.
Donc s'il n'y a pas quelque chose qui vient appuyer dessus, la charpente, elle est juste posée dessus, avec un poids donné, qui est le poids du plomb. Et donc déjà qu'il y avait beaucoup de mystères sur comment la reconstruire, si on n'utilisait pas le plomb pour refaire, parce qu'on était sûr au moins de ça, on ne savait pas si on allait faire quelque chose de pérenne. Et je crois que vous avez gagné ce jour-là, si vous avez gagné la stabilité de l'édifice, vous avez gagné le fait qu'on y arrive. Donc tous ces petits détails qui ont fait que ça a été possible. Dans ce documentaire, mais dans cette discussion aussi, on découvre un peu les coulisses. On voit tout ce qui s'est passé. Ce qui est assez incroyable dans cette histoire, c'est que finalement, ce chantier du siècle, parce que c'est ça le nom du documentaire, aura tenu dans les 5 ans qui étaient prévus. On a réussi à le faire. Alors on est souvent critique, y compris dans ces débats depuis 2 jours, sur notre capacité à faire dans ce pays. Mais là, on l'a fait. Comment vous expliquez qu'on ait réussi à tenir ce délai? Comment on a réussi à faire travailler, converger tous ces gens de cultures, de métiers différents et à tenir ce timing un petit peu irréel? Je pense que c'est l'humain, quelque part, qui a gagné. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu une problématique et il y a des gens qui se sont mis au service de quelque chose et qui ont débattu, mais débattu dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que ce n'était pas une question d'ego, c'était une question d'aller vers un objectif, une question d'écoute, une question de compréhension. Et là, j'ai assisté justement, alors des fois il y avait des débats houleux, mais c'était dans l'écoute, dans le fait de se projeter dans un objectif. Et ensuite, il y avait le fait qu'on est quand même dans un pays qui a une richesse d'artisanat qui est colossale, qui a une richesse de connaissance des matériaux qui est encore colossale, et qui a une science qui sait faire, qui sait se débrouiller, qui sait avec les moyens de mort, qui sait s'adapter, qui a une science de terrain. Et je pense qu'il y a une politique, il y a eu un engagement politique dans un but, avec une organisation logistique qui était dingue. Moi, des fois, je ne comprenais pas. J'avais des jours, je ne comprenais pas comment ils arrivaient à s'organiser parce qu'il fallait qu'un tel finisse ça pour reprendre un autre. Donc, à un moment, c'est toute une énergie politique, de savoir-faire, de science, de volonté. Et en même temps, c'est ça qui est fou. C'est les délais ont été respectés et on a laissé les scientifiques faire des recherches. On a laissé faire de l'archéologie. On a laissé les gens, à un moment, creuser, bloquer le chantier pendant 1 mois et demi. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment une réussite, c'est vraiment exemplaire ce chantier. Moi, sur cette question, j'avoue que j'éprouve d'abord, je dois dire, je me suis trompé, je reconnais ma faute, mais quand le président de la République a dit « on va la reconstruire en 5 ans », je me suis dit « c'est absurde ». Je confesse, hein, c'était une erreur. Je me suis dit c'est absurde et je me suis dit c'est un peu tout notre problème justement. Ce goût de l'immédiateté, cette passion d'aller vite. Si ça se trouve, ça va prendre beaucoup plus de temps et ce qu'il faut c'est que ce soit bien fait plutôt que d'être vite fait. Et j'avoue que je crois beaucoup à ce que vous avez dit tout à l'heure. Ce qui me marque énormément quand je tente de m'imaginer le travail de ceux qui ont construit ces cathédrales, c'est de savoir que nous savons tous que ceux qui ont commencé ces chantiers avaient une seule certitude, c'est qu'ils ne verraient jamais l'œuvre achevée. Ils ont engagé toute leur vie, consacré toute leur vie à quelque chose qu'ils savaient ne jamais pouvoir voir. Et je me dis aujourd'hui, ce qui nous manque, y compris politiquement, dans cette obsession du court terme, dans cette obsession d'aller vite, dans cette préoccupation pour même pas seulement la prochaine élection, mais pour le prochain sondage, pour ce qui va faire évoluer dans l'immédiat les courbes de l'opinion. Ce qui me marque, c'est notre incapacité à vivre cette abnégation, cette générosité des bâtisseurs de cathédrales. Je me dis, mais notre civilisation traverse une crise qui est liée à cette immédiateté et elle ne sera sauvée que par notre capacité de retrouver la patience et la générosité de ceux qui ont construit les cathédrales, de nous dire que nous devons travailler pour des biens que nous ne verrons pas et qui ne seront pas dans nos mains et qui seront demain recueillis par ceux qui viendront après nous. Et c'est pour ça que tout ça m'avait rendu très suspect sur le fait de se dire dans 5 ans on aura fini. Et en fait sans doute c'était nécessaire et il fallait déclarer cette mobilisation et j'avais tort. Et je reconnais que ça a été une performance, une prouesse extraordinaire. On la doit aussi d'ailleurs à quelqu'un qui malheureusement a disparu depuis, mais le général Georges Lain qui a été l'un des artisans de cet élan, de cette mobilisation collective que vous décriviez à l'instant.
Maintenant, sans doute, si on cherche à faire de cette situation tellement visible l'occasion d'une réflexion plus profonde, dans tant de villes et de villages de France, combien de Notre-Dame brûle de manière silencieuse, invisible, imperceptible? Combien d'éléments de notre patrimoine aujourd'hui sont à l'abandon? Combien de trésors sont aujourd'hui en train de péricliter, menacent parfois, ruinent de manière définitive? Notre-Dame de Paris, c'est sans aucun doute ce lieu central, ce point cardinal. Mais si cette mobilisation doit s'arrêter au lendemain de son inauguration, on aura sans doute manqué une occasion de retrouver le sens de la force, de l'importance de ce patrimoine partout en France. Patrimoine religieux ou pas, patrimoine monumental, des grands châteaux, ou bien patrimoine plus modeste, plus humble. Cette beauté qu'on admire dans Notre-Dame de Paris, elle s'est constituée peu à peu dans le savoir-faire que mettaient ceux qui nous ont précédés à construire des corps de ferme, des logis, à construire des calvaires au coin des routes. Tout ça, c'est notre histoire, c'est notre héritage. Tout ça, c'est aussi notre avenir, parce que c'est ce sur quoi on peut construire le rayonnement de notre pays. C'est ce qui fait que la France est la première destination touristique au monde. Et donc, c'est, je crois, ce que nous avons le devoir de retrouver. Sans doute, ces 5 ans, c'était utile pour sonner la mobilisation générale, mais il faut que ces 5 ans deviennent 50, il faut qu'ils deviennent 150 ans de travail et d'efforts patients pour investir vraiment au service de notre patrimoine, ce dont il a réellement besoin pour pouvoir être transmis aux générations qui nous suivront. Merci beaucoup. Je ne vais pas tarder à vous donner la parole, mais je voudrais encore vous poser une ou deux questions. La première, c'est que je suis à peu près certain que tous les gens qui sont dans la salle aujourd'hui, dans les prochains jours, prochaines heures, prochaines semaines, vont vouloir regarder les 2 prochains épisodes. Donc, ils sont en ligne. Hein. Vous regardez, c'est sur Arte. Ils sont encore disponibles pendant 6 mois gratuitement. Donc, aucune excuse pour ne pas les regarder. Est-ce que vous pouvez nous les pitcher un petit peu? Il nous reste à voir l'harmonie des forces et la quête du sacré. Qu'est-ce que l'on va découvrir dans ces 2 prochains épisodes? En fait, je ne vais pas du tout spoiler. Je vais juste dire, l'épisode 2, la question c'est comment elle tient debout. Voilà. Donc je ne donne pas de réponse. Il y a un secret. Et le 3e épisode, c'est la dimension immatérielle. C'est-à-dire que Notre-Dame, il y a un bon exemple dans ce 3e épisode, je pense, qui est assez parlant. C'est qu'à un moment aussi, au début du chantier, il y a eu des idées de version moderne de Notre-Dame. Et en fait, c'est compliqué. Parce que Notre-Dame, c'est une icône. Donc là, on passe dans autre chose. C'est-à-dire que là, on est dans une image qui devient une icône mondiale. Et on a été interrogé, la société de jeux vidéo qui ont fait le jeu Assassin's Creed. Donc, en fait, Assassin's Creed, il y a un épisode qui se passe pendant la Révolution française, et on peut marcher sur Notre-Dame, et ainsi de suite. Et donc, la qualité de normalement ces jeux, c'est d'avoir une véracité historique. Et ils ont voulu au début, par exemple, faire une Notre-Dame réelle, c'est-à-dire sans la flèche. Donc, ils ont fait des tests, ils ont fait jouer sans la flèche, et les joueurs testent, disaient, mais c'est pas Notre-Dame, je la reconnais pas. Qu'est-ce que vous avez fait? En fait, l'image est tellement ancrée que pour la première fois, ils ont décidé de faire un anachronisme et ils ont remis la flèche. Donc en fait, on a la flèche à la Révolution française, c'est impossible, mais c'est parce que en fait, l'image est intouchable. Donc c'est aussi ça qu'on voit dans ce chantier, c'est s'attaquer à une icône. On ne peut pas la transformer, on ne peut pas la changer, parce que c'est un phare non seulement pour nous, mais c'est presque un phare aussi mondial. Donc ça ne m'étonne pas qu'il y ait des gens qui donnaient les condoléances le jour de Notre-Dame. Donc voilà, c'est ça aussi Notre-Dame. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas qu'elle masque, c'est hyper important, qu'elle masque les autres richesses qu'on a dans notre pays. On a des micros Notre-Dame un peu partout, quelque part. D'ailleurs, juste en un mot, c'est vrai que l'image, vous avez raison de parler de la flèche, je pense que l'image de la flèche qui tombe, vous voyez, hein, ça nous a tous soulevé le cœur. Il y avait quelque chose presque, c'était infiniment douloureux à regarder. Il y a eu d'ailleurs, on se souvient des images des caméras qui filmaient en direct, une clameur. Mais c'était, je pense, encore aujourd'hui, cette image est douloureuse à voir et elle est donc comme quoi, effectivement, vous avez raison de le dire. C'est absolument fascinant de voir que ces pierres, que cette charpente sont des parts de nous-mêmes
et des parts presque charnelles de nous-mêmes, et que voir Notre-Dame brûler, c'était éprouver physiquement. Quel que soit, d'ailleurs, moi ça m'avait beaucoup marqué, encore une fois, ces sentiments de deuil, hein, quelles que soient les convictions politiques, quelles que soient nos positions dans les débats qui ne cessent de traverser la société française, on a vécu un moment d'unité très profond dans le deuil qu'on éprouvait à cet instant-là, comme malheureusement au lendemain des attentats. Et la chance qu'on va avoir dans quelques jours, c'est que cette unité-là ne sera pas liée seulement à l'épreuve et au deuil, mais elle sera liée de nouveau à la joie de voir cette flèche qui a retrouvé sa place. Et effectivement, je pense qu'un des éléments très intéressants de ce documentaire, c'est qu'on ne va pas vivre cet événement de la même manière. Je pense que grâce à vous, déjà on vient de revivre des images. On ne les avait pas oubliés, mais on les revit avec intensité. Et puis, on voit évidemment beaucoup de choses qui n'ont pas été données à voir au public et que là, vous avez traduit en passant 100 jours, je crois que vous m'avez dit, sur le chantier. Donc, c'est évidemment une chance très, très forte pour nous. Et c'est pour ça que je suis sûr que tout le monde regardera les 2 autres documentaires avant cette date symbolique de réouverture. Bon, j'avais une dernière question de curiosité avant de passer aux questions de la salle. Là, vous avez participé à l'histoire et on vous en a remercié parce que c'est vraiment quelque chose. C'est quoi le projet d'après quand on a pu travailler sur un documentaire comme ça? Qu'est-ce qu'on peut réussir à faire après Notre-Dame de Paris? Eh ben, justement, vous parlez d'histoire. Le prochain sujet, c'est en quoi le fait qu'on se raconte des histoires depuis le début fait d'Homo sapiens ce qu'il est aujourd'hui. Voilà. Voilà. Voilà, donc c'est le rôle, voilà, la puissance du récit et le fait qu'on a un cerveau qui est fait pour le récit et qui est donc du coup c'est un cerveau qui est fait pour l'imaginaire mais qui produit aussi ces formes-là. Et ce qui m'a marqué peut-être encore sur Notre-Dame, c'est le premier jour où je suis rentré. Je peux dire à un moment donné, quelque part, j'ai vu l'enfer. C'est-à-dire que, en fait, quand on rentre dans une cathédrale, normalement, on rentre et puis on lève les yeux et puis on regarde les voûtes et là, mon entrée, c'était on prend un escalator, on va sur le toit et on regarde le chœur comme ça. Donc, ce n'est pas un geste normal pour regarder la cathédrale. Et c'est à travers les poutres calcinées. Donc là, c'était un trou béant sur le chœur de Notre-Dame. Donc, c'est une vision complètement inversée de ce qu'est une cathédrale qui est faite pour qu'on lève les yeux au ciel. Là, je devais descendre les yeux sous terre. Et ensuite, l'entrée, c'est une entrée où, en fait, pour préserver, on avait enlevé la plupart des vitraux. Donc, c'est la lumière directe du soleil dans la cathédrale, avec les gros trous. Et là, en fait, ce n'est pas la lumière qu'on a l'habitude de voir. Donc, d'un seul coup, il s'est passé quelque chose. Et puis après, on était encore dans une charge sacrée, encore dans quelque chose de... Et après, petit à petit, les pelleteuses sont rentrées, les échafaudages sont rentrés, et c'était de plus en plus dur, elles devenaient invisibles, de se dire qu'on était encore dans la cathédrale. Et donc, il y avait ce rapport toujours au fait de ce lieu qui change, qui nous... En fait, il nous parle dans nos chairs, il nous parle dans notre rapport philosophique, spirituel. Et il continue, même quand il est blessé, il continue à nous parler. Et donc, on voit que les pierres, c'est pas rien, en fait. Les pierres, c'est pas rien. Les pierres, c'est même un calvaire qui est tombé au bord d'un chemin. C'est pas rien. C'est pas quelque chose d'anodin pour nous, pour notre culture. Quand on va dans des pays qui n'ont pas un patrimoine très long, au bout d'un moment, moi, je suis mal à l'aise. J'ai l'impression je me dis, il manque un truc pour... Il manque une temporalité. Mais je sais pas, oui, voilà, je m'inscris pas quelque part. Et on a la chance de toujours... Enfin, voilà, on est dans les racontes de l'avenir, mais on voit qu'on est dans un pays qui connaît son histoire. À chaque fois, il peut la voir. À chaque fois, il peut la vivre. Donc, on est peut-être un pays qui a une richesse qui est le fait qu'il connaît son passé pour mieux se projeter dans l'avenir. Je pense que c'est ça aussi qui est important dans ces pierres. Je crois qu'on l'a vraiment ressenti dans le documentaire parce que parmi les images qui marquent le plus, je pense qu'on voit, enfin en tout cas c'est celle que je revisualise quand je repense à ce documentaire qu'on vient de voir sur cet écran, on voit ces poutres qui sont presque menaçantes et effectivement les trous sont vraiment des images qui sont très très percutantes et on vous remercie de les avoir réunies dans ce documentaire. Mais on va vous écouter maintenant. J'imagine que vous avez beaucoup de questions à poser au-delà de ce qu'on s'est dit ici. N'hésitez pas, levez la main. On va commencer ici devant. Je vous laisse peut-être faire circuler le micro puisque monsieur est au milieu. Puis je vais vous laisser vous lever, monsieur, pour comme ça on vous voit bien dans la salle. Même si je ne suis pas très grand. Je ne l'ai pas ajouté. Merci pour ce magnifique documentaire.
au-delà de la réussite du projet, qui était évidemment l'objectif premier et incontestable, quand on voit la synergie entre l'ensemble des domaines scientifiques, techniques, artisanaux qui ont été mis en œuvre, qui est absolument unique, quelles retombées on estime, par exemple, pour la pérennisation des savoir-faire artisanaux, pour l'enseignement de l'architecture, voire même pour le management de projets aussi complexes que ça, donc en matière de management de projets, quelles sont les retombées qu'on estime que ce projet va permettre de capitaliser? Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste, donc je réponds bien moins que ceux qui sont directement engagés dans ces métiers, mais je dirais qu'effectivement, je crois que ce chantier aura été essentiel, parce qu'il y a bien sûr la transmission des lieux, la transmission des monuments, la transmission des œuvres, mais il y a aussi la transmission des savoir-faire. Ce qu'on voit dans ce documentaire, qui est magnifique, c'est que ce qui fait la force et la fragilité de cet acte de transmission, c'est qu'il a été pendant des siècles un acte oral. Un acte oral et un acte gestuel, parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, dit Aristote. C'est un des plus anciens proverbes de notre civilisation. C'est-à-dire que c'est l'acte même qui fait l'artisan. On ne devient pas un charpentier sans avoir travaillé le bois, ni un tailleur de pierre sans avoir éprouvé concrètement la réalité de ses gestes, sans s'y être exercé longtemps. Et aujourd'hui, ce qui est en péril, c'est justement cette transmission. Il y a un grand nombre de métiers d'art, un grand nombre d'artisanats qui sont aujourd'hui menacés de disparaître purement et simplement, faute d'une part de vocation dans certains cas, faute d'autre part tout simplement de chantier et d'occasion de faire l'épreuve de ces métiers. J'ai été élu pendant longtemps à Versailles, dans une ville de patrimoine. Aujourd'hui, un monument comme le château de Versailles a parfois, dans certains travaux très spécifiques, du mal à trouver des artisans, et vous avez dans certaines corporations extrêmement singulières, vous avez des maîtres d'art qui quittent le métier sans avoir de successeurs, et donc des savoirs qui se perdent pour de bon. Alors, ce n'est pas le cas partout, et effectivement, ce que nous a montré Notre-Dame, c'est aussi la force de ces artisanats. On a aujourd'hui la chance de pouvoir compter sur des filières extraordinaires, et ce chantier aura contribué à les dynamiser, mais il faut avoir conscience aussi de la vulnérabilité de ces filières. Et le point, on n'en a pas parlé, mais le point qui a été évidemment crucial pour la réussite de ce projet, c'est l'immense élan de solidarité qui s'est exprimé au bénéfice de Notre-Dame de Paris. Ce sont les dons qui ont afflué dès les heures de la tragédie. Donc c'est un chantier sur lequel les moyens étaient au rendez-vous. Mais il faut que ces moyens-là, eux aussi, soient au rendez-vous de ce travail patrimonial dans tant d'autres domaines et pour tant d'autres théâtres qui sont aujourd'hui en attente de cette même mobilisation collective. Je crois qu'encore une fois, on retrouve ici cette importance de la transmission, cette importance de la manière dont ces gestes doivent être offerts au futur, parce que sans eux, eh bien, demain, on ne saurait pas refaire un chantier comme celui-là. Et vous avez raison, parmi les éléments, il y a vraiment la dimension gestion de projet. Alors moi, j'ai eu la chance de visiter le chantier, et ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'en fait, on a reconstruit un village. Il y avait tellement de personnes qui travaillaient sur le chantier qu'en fait, il y a un village, il y avait une cantine, par exemple, je sais pas, des choses aussi basiques que ça, pour pouvoir organiser ça, qui était fait entièrement avec des Algeco, montés les uns sur les autres, etc. Et ça, dans un temps, une fois encore, record. Et c'est extrêmement intéressant de voir, là aussi, comme on a réussi à prendre ce temps pour faire travailler tout le monde ensemble. Et là aussi, on a réussi à mettre en pause à un moment donné pour pouvoir laisser la place à la science. Et puis, il y a un côté, je pense, dans la dimension d'espoir de tout ce qu'on se dit ici, on a vu comme les JO pouvaient créer des vocations pour le ping-pong, pour le basket, pour le handball. Ben là, je suis sûr, et notamment via le documentaire, mais via les choses extraordinaires qui ont été faites ici, qu'on va aussi créer des vocations sur les métiers d'art. Parce qu'on voit d'un seul coup des métiers qui ont l'air absolument incroyables, fascinants. On voit des gens qui ont l'air quand même particulièrement heureux aussi dans les documentaires qui suivent, les 2 prochains opus, où on voit cette fierté de réussir à reproduire Notre-Dame. Et je pense que c'est quelque chose qui est évidemment très positif. On avait une question devant, je crois. Allez-y, le micro arrive. Non, le micro arrive, comme ça tout le monde nous entendra. Allez-y. Oui, moi j'avais une question. Je voulais savoir ce qu'il en était des vitraux, puisqu'on a entendu que par un moment, le président Macron proposait de remplacer les vitraux par des vitraux modernes.
Alors, notre vitrailliste a quitté la salle malheureusement pour une question personnelle, donc elle ne pourra pas répondre. On lui redonne la parole, sinon François-Xavier Bellamy, je vous laisse répondre. Alors, le débat porte sur des... Mais là encore, effectivement, je ne suis pas non plus un spécialiste, mais le débat porte sur des vitraux qui ne datent pas de la cathédrale médiévale, qui sont des vitraux qui datent de la restauration de l'époque de Viollet-le-Duc. Ce sont des grisailles donc qui sont bien plus récentes que la construction de Notre-Dame, qui ont été sauvés des flammes. Et effectivement, je crois que la discussion en cours porte sur la question de savoir si ces grisailles qui ne sont pas en tant que telles des œuvres d'art du Moyen-Âge, qui n'ont pas non plus de signification par elles-mêmes, hein, elles ne portent pas de représentation, devraient être remplacées par des créations contemporaines qui, elles, auraient une dimension de méditation, de réflexion et de création. Ça participe aussi du débat qui avait eu lieu, vous vous en souvenez peut-être, au moment où, quand la flèche donc avait été discutée, il avait été question de faire une flèche contemporaine. On avait même entendu, je me souviens de cette expression hasardeuse qui m'avait fait bondir, qu'on allait reconstruire Notre-Dame en plus belle. En plus belle, il faut quand même avoir... manquer un peu d'humilité pour prétendre qu'on va la transformer. Surtout quand, encore une fois, rappelons-le, le point de départ de cette tragédie, c'est que nous sommes la première génération à avoir vu brûler Notre-Dame de Paris. Elle a quand même traversé 2 guerres mondiales, une histoire infiniment tumultueuse, l'histoire de France, mais en particulier l'histoire de Paris. Elle a traversé la Révolution française, elle a traversé toutes les turbulences politiques de l'histoire de notre pays, sans jamais qu'elle brûle. Et nous sommes, et ça devrait quand même être d'abord l'expression d'une forme de remise en question pour nous. Nous sommes les premiers à avoir vu brûler la cathédrale. Et pour ma part, moi j'ai une frustration, c'est qu'on ne parle jamais de l'enquête. Hein. Finalement, on s'est, je trouve, résigné assez vite à ne jamais savoir quelle avait été la véritable cause de cet incendie. Il me semble que ça dit quelque chose du fait que peut-être, bien sûr, notre responsabilité a été exprimée dans le travail de reconstruction, mais on s'est senti peut-être un peu trop peu responsable collectivement comme pays de la fragilité de ce patrimoine. Et à travers Notre-Dame, je le redis, c'est tant de lieux de notre patrimoine commun qui sont aujourd'hui fragilisés comme jamais dans le passé. C'est d'autant plus inconséquent que ceux qui nous ont transmis les châteaux du Moyen-Âge, ces petites églises de campagne, ces monuments qui font le charme de notre pays, ils avaient moins de moyens technologiques pour le transmettre, ils avaient souvent des conditions de prospérité moins grandes que celles que nous connaissons encore aujourd'hui. Donc on devrait se sentir d'une certaine manière d'abord remis en question par le drame patrimonial auquel on a assisté. Donc voilà, moi pour ma part je crois que notre devoir c'est de restaurer Notre-Dame, pas de tenter de l'augmenter, et que justement il faut que ce chantier soit l'occasion de ce qu'on a vu si magnifiquement montré dans ce documentaire, de cet acte d'humilité extraordinaire. On voit le travail qui a été fait et on imagine la déception d'ailleurs des architectes et des artisans lorsqu'ils ont compris que ce sera trop difficile de reprendre exactement les pierres d'époque pour reconstruire cet arc. Mais je crois que cet effort pour retrouver exactement la cathédrale que nous avons reçue, ou pour s'en approcher au plus près, devrait être la clé qui explique toutes les décisions qu'on doit prendre sur un chantier comme celui-ci. Il y a quelque chose d'important par rapport à cette question. C'est un exemple de ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'une cathédrale était faite pour supporter un incendie de charpente. Au Moyen-Âge, on n'avait pas des échelles, on n'allait pas incendie. Donc les voûtes, tout était construit pour que la charpente, si elle brûle, ça s'écroule sur les voûtes et ça reste. Et on attend. Il y a eu plein de cathédrales qui ont brûlé au Moyen-Âge et on les a reconstruites. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une flèche qui a été rajoutée, flèche de Viollet-le-Duc. Et donc, forcément, ce n'est pas dans la logique du bâtiment. Donc, elle s'est écroulée et la flèche a transpercé le cœur, voilà. Mais elle s'est écroulée et elle a fait tomber les voûtes qui étaient normalement faites pour être un pare-feu. Donc, quand on fait un geste architectural, alors évidemment, ça peut être joli, mais il y a quelque chose qui fait que c'est antinomique au bâtiment lui-même. Donc peut-être que changer les vitraux aussi, il y a une réflexion sur la lumière, comment elle doit rentrer. Viollet-le-Duc, il a fait sa flèche, mais c'est quelqu'un qui a vraiment pensé, qui était vraiment un grand historien du Moyen-Âge. Il a pensé les choses dans les couleurs, dans le moindre détail.
Et il a fait un travail, s'il a mis un moment, il a mis des vitraux qui sont comme ça, c'est qu'il a pensé que la lumière pouvait compléter celle des vitraux du Moyen-Âge avec une certaine recherche. Donc à chaque fois qu'on va mettre un petit élément en plus nouveau, on ne sait pas si est-ce qu'on ne trahit pas finalement l'édifice et est-ce qu'on a besoin toujours de nous, d'imprégner les choses de quelque chose de nouveau et peut-être que c'est important pour justement se projeter sur les générations futures, de pouvoir leur témoigner quelque chose de plus authentique possible pour comprendre quel était le Moyen-Âge. Et dans la charpente, ça a été jusqu'au détail de répliquer à l'exactitude, parce que la charpente de Notre-Dame, c'est une charpente où on a découvert des lois de la charpente. Donc il y a plusieurs fermes qui ne sont pas toutes les mêmes dans la charpente originale. Et ben pour la reconstruction, ils ont refait les essais-erreurs, ils les ont maintenus pour que les générations futures puissent les retrouver et comprendre l'historicité des charpentes. Je pense qu'on a partagé le constat, effectivement. Et un des éléments magiques du début du documentaire, c'est de voir aussi quand même que les vitraux les plus importants sont encore là. Et cette lumière un peu magique au début du documentaire, on se dit, et finalement, effectivement, on voit le drame et on voit aussi ce qui est encore là. Et je pense qu'il devait y avoir des moments de grande rassurance comme ça aussi, se dire, ça c'est encore là, ça c'est intact. On avait une question, je crois, devant. Oui, allez-y. Oui, merci. Je trouve que ce documentaire, ce film est magnifique et il a beaucoup de vertus pédagogiques. Est-ce qu'il est prévu, envisagé de le projeter dans les écoles, par exemple, ou en tout cas, et en plus dans les salles de cinéma? Et j'ai une question également sur le financement de tous ces travaux, parce que lorsqu'il y a eu malheureusement cet incendie, il y avait beaucoup de promesses de dons de grands groupes français, peut-être étrangers, je ne sais pas. Et je voulais savoir si ces dons ont été réellement versés et est-ce qu'ils ont couvert la totalité de la dépense. Merci. Je vais répondre juste à la première question, après je laisserai les gens plus compétents que moi. Donc pour la première question, en fait, j'ai fait quelques conférences effectivement avec ce film. Après, il est vraiment, Arte le maintient vraiment en ligne depuis très longtemps pour que justement il puisse être exploité, mais il n'y a pas de programme pédagogique par rapport à ce film. Je sais qu'à un moment, il y avait une volonté, on voit dans le film les petites... on a imprimé en fait en 3D, on voit tous les claveaux qui sont imprimés chez les chercheurs. Et en fait, c'est un petit pulse. Et il y a peut-être un projet de donner aux écoles ce petit pulse de claveaux pour que, justement, manipuler, se rendre compte des formes, faire tout un travail pédagogique autour de la construction. Et voilà. Donc c'est tout ce que je peux dire sur ce... Sur les dons, je ne sais pas exactement si tous les dons promis ont été apportés, mais je crois qu'en tous les cas, c'est un chantier qui n'aura pas manqué de financement. Mais encore une fois, il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Hein, le drame du sous-financement de notre patrimoine aujourd'hui, un sujet sur lequel Stéphane Bern lance l'alerte depuis longtemps et qu'il porte avec beaucoup de talent à travers notamment à travers le loto du patrimoine. Mais moi, je suis frappé effectivement de voir... et on y a là encore beaucoup travaillé au Parlement européen. Je milite pour que l'Union européenne consacre une partie de son budget de manière déterminée au financement du patrimoine. L'Europe, vous parliez tout à l'heure de cette saturation du passé. George Steiner disait que, dans une certaine idée de l'Europe, que l'Europe, c'est le continent qui ne se libère jamais de son passé. C'est le vieux continent. Par opposition, par exemple, à l'Amérique, qui est le nouveau monde. Aux États-Unis, les boulevards portent des numéros. Nous donnons à nos rues la moindre rue, la plus petite place, l'impasse invisible porte le nom d'un personnage historique, d'un auteur, d'une bataille. Le passé est partout en Europe. Et c'est la même chose dans toutes les villes européennes. Vous allez à Paris, bien sûr, mais à Rome, à Prague, à Vienne, vous trouverez partout dans les rues, en marchant, ces plaques qui rappellent qu'ici a vécu telle personne ou que tel événement s'est passé ici. Cette présence du passé partout, c'est la définition de l'Europe. Et quelle chose inouïe que l'Europe n'ait pas de politique du patrimoine et qu'il n'y ait pas de vrai effort collectif européen en direction de ce patrimoine qui est la véritable nature de l'Europe. L'Europe n'est pas seulement, comme on le présente trop souvent, un projet, des institutions, une organisation. L'Europe, c'est d'abord cette dimension charnelle du passé
qui nous engage envers l'avenir. Et cette dimension-là, elle n'est pas superflue, elle n'est pas accessoire, elle est vraiment décisive. Sur la dimension pédagogique, là, je reviens brièvement à mon tropisme de professeur, mais je trouve que la réouverture de Notre-Dame de Paris devrait être partout en France l'occasion de montrer que ce monument est entrelacé avec toute notre histoire, mais aussi avec toute notre culture, avec aussi cette dimension de récit que vous évoquiez à l'instant. N'oublions pas que Notre-Dame de Paris a été oubliée pendant plusieurs décennies, quand au début justement de la période moderne, de la révolution industrielle, on regardait le Moyen-Âge avec un peu de mépris et qu'on considérait que tout cela incarnait l'obscurantisme dont on s'était enfin défait. Il aura fallu un roman, il aura fallu Victor Hugo et Notre-Dame de Paris pour qu'on regarde de nouveau la cathédrale, pour qu'on ouvre les yeux sur elle. Parce que, et c'est ça, je trouve, qui est fascinant, c'est qu'il ne suffit pas d'ouvrir les yeux pour voir. Il faut apprendre à voir un monument, il faut apprendre à le connaître, à le comprendre. Et on peut, en ayant les mêmes yeux, en regardant la même chose, apparemment du moins, ne pas du tout voir la même chose. C'est d'ailleurs ce qui est évidemment pour nous bouleversant dans le documentaire que vous nous avez fait partager, c'est qu'on touche du doigt que les artisans, les compagnons, les architectes, les scientifiques, les chercheurs voient des choses dans les pierres que les profanes que nous sommes ne voient pas. Ils entendent quelque chose dans un morceau de charpente, dans la résonance d'un minerai. Ils perçoivent des résonances qui ne nous sont pas accessibles. Et donc, voir suppose de savoir. Et si le patrimoine devient à ce point fragile, c'est aussi par l'ignorance, par l'absence de transmission, par l'inculture qui finalement, malheureusement, est l'un des premiers résultats de cette crise de l'école que nous traversons aujourd'hui. C'est d'abord dans le cœur et dans l'esprit des générations qui grandissent que le patrimoine peut se perdre ou qu'il peut se retrouver. C'est d'abord un combat intérieur, le combat pour le patrimoine et pour l'héritage. Et donc je pense que cette réouverture devrait être l'occasion de montrer à quel point Notre-Dame a été un lieu, un foisonnement de création continue. Si je pense que changer les vitraux est une maladresse inouïe, c'est parce que la création, elle prend son lieu dans le monument tel qu'il est, et que la contemplation de ce monument, c'est une ouverture infinie à la fécondité créatrice. On citait Victor Hugo, on pourrait citer tellement d'autres. Et nous apporterons un regret si sévère, et si chargé d'honneur, et si creusé de flammes, que le chef le prendra pour un sac de prière, qu'il le fera glisser jusque sous l'oriflamme, navire appareillé sous septime sévère, double vaisseau de charge au pied de Notre-Dame. C'est la fin d'un texte de Péguy sur Notre-Dame de Paris, extraordinaire, et qui est, enfin c'est juste la fin, mais qui me paraît être incroyable presque de pressentiment, hein, et si chargé d'honneur, et si creusé de flammes. Et nous l'apporterons d'un regret si sévère. C'est le regret qui est au cœur de cette aventure que vous avez partagée avec nous, mais qui permet de retrouver cette aventure de Notre-Dame de Paris que Péguy décrit comme un vaisseau qui vogue, et qui vogue depuis des temps immémoriaux, hein, navire appareillé sous septime sévère, double vaisseau de charge au pied de Notre-Dame. Et je pense que retrouver le sens de cette création qui a trouvé son lit dans Notre-Dame de Paris, c'est sans doute ce que ce moment si singulier que nous allons vivre doit nous permettre de traverser. Je crois qu'on pouvait difficilement avoir plus belle conclusion. Merci beaucoup pour cette poésie pour terminer. Merci à vous deux, François-Xavier Bellamy. Merci à vous, Vincent Mourou. Merci à tous. On se retrouve demain dès 9h pour une table ronde sur les 15 ans du statut d'auto-entrepreneur avec Hervé Novelli. Merci beaucoup. Excellente soirée à tous et à demain.